Bien, quand on réfléchissait avec l'équipe de l'IRIS à savoir qui inviter pour faire la leçon inaugurale, on avait des noms, on n'était pas d'accord. Et puis après, on s'est dit, voilà, t'as qu'à y aller. C'est la 10e édition, donc ça a du sens finalement que tu interviennes. Je dois dire que vu ma voix, je regrette un peu cette décision et que j'espère pouvoir tenir jusqu'au bout. Mais pour faire écho à ce que vient de dire Frédéric Charillon, c'est vrai que aujourd'hui, quand on fait de la géopolitique, on est rarement porteur de bonnes nouvelles. Et qu'il y a quand même plus de drames que de bonnes nouvelles. Et souvent, on me dit, tu fais une conférence, essaie quand même d'être un peu positif. C'est pas facile. C'est pas facile, même s'il faut se raccrocher, même si on sait que l'histoire est longue, que des bonnes nouvelles peuvent succéder aux drames. Mais du temps de l'Empire ottoman, les janissaires qui apportaient des mauvaises nouvelles avaient la tête tranchée. Heureusement que cette coutume un petit peu radicale a cessé, sinon je ne ferais pas de conférence. Parce que, au ce moment, j'ai plutôt envie de garder ma tête sur les épaules et que je n'ai pas grand-chose de positif à vous dire pour l'instant. Mais donc, je vais effectivement partir des conséquences géopolitiques de la guerre en Ukraine. Et vous connaissez tous, ou beaucoup d'entre vous connaissent cela, on dit que dans une guerre, la première victime, c'est la vérité. Parce que justement, il y a des guerres d'influence à propos de la guerre. La deuxième, c'est la nuance. Parce que les positions sont radicales. Et ce que nous devons faire, nous, aujourd'hui et demain, pendant ces 12 forums, ces 12 débats et les conversations qui vont suivre par la suite dans les coursives, au bar, etc., c'est d'essayer de rechercher la vérité en apportant de la nuance. Parce que la vérité n'est jamais d'un bloc. Et que la nuance n'est pas trahir. Il ne faut pas faire de campisme en faisant des propositions un petit peu caricaturales que l'on voit souvent dans les débats où chacun prend une position radicalement opposée à l'autre. Mais en même temps, trouver de la nuance ne doit pas empêcher de saisir la vérité. Et moi, j'ai deux convictions profondes par rapport à la guerre en Ukraine, qui, je pense, ne s'excluent pas, mais au contraire se complètent. Certains pensent qu'elles s'excluent et qu'il faut dire l'un ou l'autre et pas les deux. Je pense que nous avons commis beaucoup d'erreurs à l'égard de la Russie, et je dirais à l'égard de l'URSS finissante. On a Mikhail Gorbatchev nous a quittés il y a une quinzaine de jours. Il a été trahi. Il avait ce sentiment d'avoir été trahi par l'Ouest qui ne l'a pas accompagné jusqu'au bout dans la perestroïka. Et s'il avait réussi son pari, qu'il a perdu de la perestroïka, de maintenir l'Union soviétique comme un État, mais communiste, mais à visage humain, peut-être que l'Occident aurait eu un partenaire moins compliqué que Poutine et qu'on aurait eu un partenaire. Et puis ensuite, quand Poutine a pris le pouvoir, oui, nous avons méconnu certains intérêts de la Russie. Et donc, sur la question qui a perdu la Russie, il y a deux thèses qui s'opposent aujourd'hui. Les pays baltes et les Polonais nous disent de toute façon, c'est un pays agressif et on ne sera jamais en paix, donc ils ne comprennent que le langage de la force. Et les Allemands et les Français, les Italiens, les Espagnols, qui ont voulu négocier avec la Russie, ont perdu leur temps, voire lui ont facilité la tâche et ont finalement une responsabilité indirecte dans la guerre, et donc qui est plutôt la thèse dominante aujourd'hui. Et d'autres qui disent, mais désolé, mais on vous avait averti. Dès 91, Mitterrand dit que l'élargissement de l'OTAN serait une erreur tragique qui ne devrait conduire qu'à une crispation de la Russie. Georges Kennan, celui qui a inventé en 1947 le concept d'endiguement, avait dit que l'élargissement de l'OTAN était la pire erreur stratégique que les États-Unis puissent faire. Kissinger, qui n'est pas une colombe, a dit la même chose. Et donc, le fait que l'élargissement de l'OTAN puisse poser des problèmes et que ce n'était pas froisser la susceptibilité de Poutine, c'était juste heurter des intérêts stratégiques russes qui pourraient déclencher des choses comme cela. Si en 2008, Nicolas Sarkozy, qui vient de se faire élire sur le slogan « Sarko l'Américain », s'oppose à l'élargissement de l'OTAN à l'Ukraine et à la Géorgie, ce n'est pas par anti-américanisme, c'est en fonction d'un calcul géostratégique sur lequel Angela Merkel le rejoint. Donc oui, je pense que nous avons commis des erreurs par rapport à la Russie. Mais ces erreurs ne justifient en rien ni le déclenchement de la guerre, ni les crimes de guerre que Poutine a commis.
Et donc, on peut réfléchir sur la façon, peut-être, de la prochaine fois, ne pas commettre les mêmes erreurs. Heureusement que nous n'avons pas traité l'Allemagne après 1945 de la même façon que nous l'avons traité après la Première Guerre mondiale. Et donc, si nous devons un jour gagner la guerre contre la Russie, guerre que nous ne faisons pas, mais à laquelle nous participons, il faudra voir comment on traite la Russie par la suite. Et est-ce qu'on veut la traiter comme un pays qui a perdu la guerre froide et qui n'a pas voix au chapitre, ou comme un partenaire? Et donc, en tous les cas, il faut réfléchir aux erreurs, mais en rien exonérer Poutine de ses responsabilités, exonérer Poutine des crimes qu'il fait commettre, qu'il ne commet pas lui-même, mais qu'il autorise, qu'il intrigue, qu'il met en place, etc. Et donc, oui, Poutine a commis des crimes de guerre, oui, l'agression de l'Ukraine par la Russie est quelque chose qui est inacceptable, qui est illégal, illégitime, qui est une erreur tragique par ailleurs, et donc qui n'est en rien défendable. Et quelles que soient les erreurs qui ont été faites à l'égard de la Russie, cela ne justifie, rien ne justifie le recours à la guerre. Peut-être que la seule bonne nouvelle dans cette affaire, c'est que après l'Irak en 2003, après l'Afghanistan, après la Libye, après le Mali aussi, on s'aperçoit que finalement, le recours à la guerre pour résoudre des problèmes politiques est un échec. Et que, espérons, que le recours à la guerre soit encore un peu plus banni par rapport à l'échec de la Russie. Parce qu'en fait, Poutine a d'ores et déjà perdu cette guerre. Il a commis des crimes de guerre, mais je dirais, en paraphrasant, plus qu'un crime, c'est une faute. C'est que, j'avoue que avant la guerre, je n'y croyais pas, mais je n'étais pas le seul. De nombreux ministres français des Affaires étrangères, ou la plupart de ceux à qui j'ai pu échanger, n'y croyaient pas. De nombreux anciens ambassadeurs français en Russie n'y croyaient pas. De nombreux anciens premiers ministres n'y croyaient pas, parce que ce qu'a fait Poutine dérogeait à son action normale. Comme Frédéric l'a dit tout à l'heure, en 20 ans, Poutine avait brutalement, en mettant en place une répression active, en laissant commettre des crimes de guerre en Syrie, en Tchétchénie aussi, il avait restauré le prestige et la stature internationale de la Russie. Il disait régulièrement, notamment au forum de Valdaï, sur lequel on n'est pas prêt de revenir, regardez où était la Russie quand j'ai pris le pouvoir, regardez où elle est maintenant. Et effectivement, Poutine avait redonné un lustre, une place. D'ailleurs, la Russie pesait plus que son poids réel, du fait de l'action de Poutine, du fait que Poutine avait une vision sur le long terme et qu'il mettait les choses en place, il mettait sa politique, il avait une véritable stratégie et qu'il n'hésitait pas sur les moyens. Quand je dis qu'il a réussi, je ne parle pas des moyens qu'il utilisait, qui sont tout à fait répréhensibles, mais en tous les cas, si son objectif était de redonner une place centrale à la Russie sur l'échiquier mondial, il avait, jusqu'au 24 février 2022, réussi. On connaît tous cette phrase de Poutine que la disparition de l'URSS était la plus grande catastrophe géopolitique du XXe siècle, parce qu'elle privait le monde d'un équilibre, selon lui. On connaît aussi cette phrase selon laquelle celui qui ne regrette pas l'URSS n'a pas de cœur, mais celui qui veut la recréer n'a pas de tête. Il n'a pas voulu recréer l'URSS en attaquant l'Ukraine, mais il a perdu la tête en le faisant. Mais il y a aussi une autre phrase qui le caractérisait, je crois encore plus, c'est de dire que la grande erreur des Russes après la fin de la guerre froide est d'avoir fait confiance dans les Occidentaux, et que la grande erreur des Occidentaux est d'avoir pris cette confiance pour de la faiblesse. Et Poutine a pensé que seule la brutalité pouvait réussir, mais il a poussé ce recours à la brutalité à un excès qui l'a fait perdre. Parce qu'en fait, quand on regarde les choses, dès le départ, dès les premiers jours, il a perdu la guerre. Il n'est pas parvenu à Kiev, il n'a pas mis en place un régime fantoche ou le retour de Yanukovych, l'ancien président pro-russe, et qui aurait obéi, et il n'a pas été applaudi par les Ukrainiens qui, voyant les chars russes comme des chars de libération. Donc il a échoué à atteindre Kiev, mais d'ailleurs, même s'il était parvenu, c'est là où, avec 160 000 hommes, on n'occupe pas un pays de 40 millions d'habitants. Donc même s'il était parvenu à Kiev, très vite, il aurait, comme les Américains en Irak ou en Afghanistan, dû partir assez vite, parce que les Ukrainiens auraient réussi. Mais donc il n'y est pas parvenu, et là il est en train de perdre son second pari, de garder le Donbass. Donc il est en train de perdre la guerre, et les décisions qu'il prend accélèrent sa défaite, amplifient sa défaite.
En fait, Poutine voulait, disons, dominer l'Ukraine. Il a fait de l'Ukraine un pays dont l'identité nationale est maintenant anti-russe. L'identité nationale ukrainienne, un pays qui auparavant était partagé entre des influences slaves et des influences européennes. C'était un pays, comme l'avait dit Pascal Lamy, un pays déchiré, comme la Turquie entre l'Europe et l'Asie, comme le Mexique entre l'Amérique latine et l'Amérique du Nord. L'Ukraine était un pays qui subissait les influences. Aujourd'hui, à part dans peut-être certains coins du Donbass, il n'y a plus d'influence russe. C'est que l'agression russe, les crimes de guerre, les viols, les massacres, les tueries, les assassinats ont fait que l'Ukraine se définit comme par opposition à la Russie. Il voulait l'inverse. Il voulait montrer, finalement, il a réveillé un sentiment national ukrainien qui n'a jamais été aussi fort. Il voulait diviser l'Europe, montrer que les Occidentaux étaient divisés. Jamais l'OTAN n'a été aussi unie. Jamais les Européens n'ont autant demandé une présence américaine. Et jamais l'OTAN ne s'est aussi bien portée à un tel point que la Suède, neutre depuis plus de 200 ans, et la Finlande, depuis plus de 75 ans, ont adhéré à l'OTAN, chose qu'elles ne croyaient pas utile de faire quand Staline était au pouvoir. Et là, il fallait le faire, et en toute urgence. Donc, le moins que l'on puisse dire, c'est que Poutine a eu une politique de gribouille. Il voulait montrer la puissance de la Russie. On ne voit que sa faiblesse. Une armée qui ne marche pas. Une armée qui ne peut pas atteindre ses objectifs. Une armée qui n'est pas disciplinée, qui n'est pas tenue et qui ne résiste pas par rapport à cela. Donc, sur tous les plans, il a perdu. Et les décisions qu'il a prises hier, en appelant à la mobilisation partielle, vont accentuer sa défaite. En fait, les pays occidentaux ont pris des sanctions contre la Russie. Ils en ont déjà pris beaucoup après l'annexion de la Crimée, et puis ils en ont pris d'autres après l'agression contre l'Ukraine. Ces sanctions ne sont pas suffisantes pour faire changer Poutine d'avis, mais elles sont suffisantes pour lui faire mal. Mais ce qui fait aussi mal, peut-être encore plus mal à la Russie, c'est la réaction de la population russe. Poutine pensait que, comme d'habitude, on allait taper du poing sur la table, on allait emprisonner ceux qui s'opposaient, faire taire tout le monde, et que ça allait passer. En fait, il y a déjà entre 200 et 300 000 Russes qui ont fui le pays avant la mobilisation. C'est la répression de Poutine qui fait fuir les gens. Les gens n'ont pas envie de revenir à l'heure de Staline. Les gens n'ont pas envie de dire qu'ils risquent la prison s'ils discutent avec des étudiants et qu'ils émettent des doutes sur la guerre. Le terme de guerre est interdit. Le livre de Tolstoï, c'est « Opération spéciale militaire et paix », puisque le terme de guerre ne peut plus être employé. Mais les Russes certains peut-être n'ont que la télévision d'État pour s'informer, mais beaucoup sont liés à l'étranger. Et ceux qui sont partis avant le décret de mobilisation, c'est les gens qui étaient éduqués, qui avaient un capital intellectuel, un capital social, qui souvent travaillaient dans les nouvelles technologies de l'information et de la communication, dans la révolution numérique, qui vont cruellement manquer à la Russie à l'avenir. Et le fait de décréter la mobilisation est, à mon avis, l'erreur de trop. On voit bien que Poutine a perdu la main. Pendant 20 ans, il avait la main. Une fois encore, il était devenu incontournable au Proche-Orient, il était de nouveau présent en Afrique, il avait une influence dans certains pays d'Europe de l'Est, il était présent en Asie. Et là, en décrétant la mobilisation, les gens n'ont pas envie de mourir pour lui. Les Russes sont prêts à mourir pour défendre le territoire de la patrie, pas pour aller dans une guerre extérieure. Et en fait, pour un Russe aujourd'hui qui est mobilisable, le choix de la prison ou de l'exil est plus rationnel que le choix de se laisser envoyer au front. Parce qu'il y a une telle probabilité de mourir pour un régime qui s'est trompé, pour un régime qui a lancé une guerre, et Poutine, donc, est en train de dilapider l'héritage politique qu'il avait constitué pendant 20 ans. Il est en train de complètement ruiner son héritage, la place qu'il va laisser dans l'histoire par rapport à la grandeur de la Russie. Poutine aura affaibli la Russie. Et je ne dirais pas que la Russie est la première victime de la guerre de Poutine, puisque la première victime, c'est bien sûr l'Ukraine. Mais qu'en tous les cas, la Russie est victime, et les Russes sont victimes des décisions irraisonnées
de Poutine qui s'est enfermé, qui, au bout de 20 ans de pouvoir absolu, de 2 ans d'isolement dû au Covid, d'une cour qui lui cachait les choses et qui n'osait pas lui donner les nouvelles, il y avait des dépenses militaires pas si importantes que cela, et en même temps, une partie de l'argent disparaissait, n'allait pas dans le fait de rééquiper l'armée, etc. Et donc, l'armée russe n'est pas opérationnelle. L'armée russe n'est pas en état de faire peur. Mais bien sûr, la première victime, c'est l'Ukraine. 45% du PIB détruit, 5 millions d'Ukrainiens qui ont fui, même si certains peuvent revenir, puisque simplement la Russie occupe qu'une très faible partie du territoire ukrainien. Mais bien sûr, des morts, bien sûr, des viols, bien sûr, toutes les contingences des horreurs de la guerre et des horreurs qu'une armée d'occupation, quand en plus elle n'est pas tenue, quand en plus elle est basée sur la violence, puisse faire. Donc l'Ukraine est un pays martyr et les Ukrainiens sont un peuple martyr. Mais en même temps, l'Ukraine a gagné un statut parce que Zelensky, qui avait été élu triomphalement et qui était déjà complètement dévalué, il avait été élu sur la base de la lutte contre la corruption. Il y a les Pandora Papers qui montrent que son intégrité est sujette à caution et qu'il était lui-même dans les mains des oligarques. L'Ukraine était un pays dans lequel les compagnies occidentales ne voulaient pas investir parce que c'était le pays dans lequel le taux de corruption était le plus fort. Le PIB par habitant en Ukraine est inférieur en 2021 à ce qu'il était en 91 à l'indépendance. Ça, c'est pas de la faute de la guerre. Parce qu'en réalité, les dirigeants ont dit l'Ukraine est une démocratie attaquée par une dictature. Moi, je pense qu'une démocratie tenue par les oligarques n'est pas une vraie démocratie. Et quand ce sont les oligarques qui sont au pouvoir, c'est pas tout à fait la démocratie. On vote, mais ce n'est pas tout à fait la démocratie. Et en fait, tous les dirigeants ukrainiens qui se sont succédés depuis 1991, qu'ils soient pro-russes ou pro-européens, étaient tous corrompus, se sont enrichis dans des circonstances absolument effrayantes. Et c'est la population ukrainienne à d'abord martyrs de ses dirigeants avant d'être martyrs de l'agression de la Russie. 7 millions d'Ukrainiens ont fui le pays depuis 1991, avant la guerre, parce qu'ils n'avaient aucune perspective. Les Ukrainiens sont un peuple très courageux, bien informé. Et l'objectif, une fois que la guerre sera gagnée, une fois que les troupes russes auront quitté l'Ukraine, c'est de savoir si la société civile ukrainienne prendra le dessus ou si les oligarques vont reprendre le dessus. Et ça, c'est un enjeu fondamental sur lequel nous devons faire attention. On dit que l'Ukraine est maintenant candidate à l'accession à l'Union européenne, mais est-ce que c'est l'intérêt de l'Union européenne d'accepter un pays aussi important en termes de population, avec une gouvernance aussi sujette à caution? Alors bien sûr, être candidat ne veut pas dire être accepté, mais je pense qu'il faudra quand même faire très attention aux conditions de cela. Donc l'Ukraine est martyrisée, mais a obtenu un statut. Zelensky, qui était un clown, est devenu un héros. C'est from Chaplin to Churchill, Festival de Cannes, tous les congrès, etc. Et c'est lui qui dicte le tempo maintenant pour la guerre. Les perdants, c'est qui? C'est l'Union européenne et principalement la France et l'Allemagne. L'Allemagne, parce que son modèle économique, d'une industrie notamment chimique, très performante parce qu'elle a une énergie bon marché, c'est terminé. Et donc, l'Allemagne va certainement voir sa vitalité économique être remise en cause par la guerre. Et on reproche à l'Allemagne d'avoir tout cédé à la Russie, d'avoir finalement vendu son âme pour des gaz pas chers. C'est un point tel qu'il y a une sorte de culpabilité allemande. Aujourd'hui, les Allemands n'osent plus émettre une idée en relations internationales. C'est un point tel, une anecdote parmi d'autres. On devait célébrer cette année le 100e anniversaire de la naissance d'Egon Bahr, qui était l'architecte intellectuel de l'Ostpolitik avec Willy Brandt, donc de la réconciliation avec l'URSS pour permettre par la suite des contacts. On m'avait demandé de faire un chapitre que j'ai bien connu Egon, et en fait, les Allemands n'ont pas osé, le SPD, c'était son parti, n'ont pas osé publier parce que rendre hommage à Egon Bahr qui avait lancé l'Ostpolitik apparaissait comme tabou. Et puis l'autre perdant, c'est nous, c'est la France. Parce que tout l'ADN stratégique de la France, depuis le début de la Ve République, à savoir jouer avec Moscou pour élargir nos marges de manœuvre,
notamment par rapport aux États-Unis. Et bâtir l'autonomie stratégique européenne, c'est mort. Aujourd'hui, Macron peut encore parler à Poutine, mais après avoir demandé l'autorisation à tous les autres pays européens, vérifier que Washington n'y était pas hostile et en rendre compte immédiatement après. On ne peut plus jouer avec Moscou. Et ce qui est légitime d'ailleurs, parce que vu les crimes qu'ont commis la Russie, ça ne peut plus être un partenaire. Et Macron avait dit en novembre 2019 que l'OTAN était en état de mort cérébrale, mais l'OTAN a été réveillée, c'est lève-toi et marche, vraiment. Disons que Poutine n'est pas un prince charmant, mais il a réveillé la belle au bois dormant. Il lui a donné, comme j'ai dit tout à l'heure, une nouvelle vigueur. Jamais les pays européens n'ont autant été désireux d'être dans l'OTAN. Ils acceptent tous d'augmenter leurs dépenses militaires, ce qui est irrationnel. Parce que franchement, si l'armée russe n'est pas capable de garder Kharkiv, comment vont-ils arriver à Strasbourg? Donc, l'augmentation des dépenses militaires qu'on a tous décidées est irrationnelle. L'armée russe a montré qu'elle était incapable d'être une menace pour nous. Mais, pour différentes raisons qui mériteraient d'ailleurs un débat, en tant que tel, nous avons décidé tous d'augmenter nos dépenses militaires. Pourquoi? Pour acheter des armes américaines. Et le chef d'état-major de l'armée allemande a dit faut pas compter sur les programmes de coopération, donc franco-allemands, qui sont toujours très longs. Et il faut acheter des armes qui existent déjà, donc des armes américaines. Donc, c'en est fini pour quelque temps de l'autonomie stratégique européenne. Et ceux qui mènent le bal aujourd'hui, c'est la Pologne, c'est les pays baltes, et qui ont une vision de la Russie d'un pays qui est foncièrement hostile et qu'il faut, si ce n'est démembrer, du moins vaincre, humilier pour qu'il ne recommence pas. Lech Walesa a déclaré récemment que tant que la Russie ne serait pas ramenée à un pays de moins de 50 millions d'habitants, l'Europe ne sera pas en paix. Mais comment fait-on? La comparaison entre Hitler et Poutine, c'est qu'on ne va pas aller à Moscou pour regarder Poutine se suicider dans son bunker. Ceux qui disent qu'il faut juger Poutine, qui va aller le chercher? En fait, qui va aller le chercher, c'est éventuellement les Russes qui le renverseront, s'il durcit trop le ton. Et pour cela, il ne faut pas traiter tous les Russes comme des ennemis. Au moment où des Russes veulent fuir la Russie, on durcit la politique de visa pour les empêcher de venir. C'est tout à fait irrationnel. Et donc, l'enjeu pour l'Europe, c'est de montrer qu'on est hostile à Poutine, mais pas à la Russie. Qu'on ne veut pas démembrer la Russie, qu'on ne veut pas affaiblir la Russie. Qu'on veut juste qu'il y ait un autre pouvoir en Russie qui n'agresse pas ses voisins et qui ne pense pas que recourir à la guerre est un moyen normal de résoudre des contradictions politiques. Donc le grand vainqueur, ce sont les États-Unis. Je ne veux pas rentrer dans la théorie du complot, mais vous connaissez tous la phrase de Brzezinski selon laquelle sans l'Ukraine, la Russie n'est plus un empire. Il avait écrit ça en 1999 dans Le Grand Échiquier. Moi, je pense que c'est vrai, et je pense aussi qu'avec l'Ukraine, l'Union européenne ne sera jamais une puissance politique. Si l'Ukraine venait dans l'Union européenne, on aurait l'équivalent du Royaume-Uni pour empêcher de faire un projet commun autonome. Bon. Mais en tous les cas, les États-Unis, on est passé, lorsque nous étions l'an dernier dans la 9e édition de Géopolitique de Nantes, nous parlions de la débâcle de Kaboul. Elle est oubliée. Tous les pays qui se disaient on ne peut pas faire confiance aux Américains, tout cela se disent en Europe, la seule garantie qui puisse exister, c'est les États-Unis. Et tous les pays européens demandent instamment aux États-Unis d'augmenter leur présence militaire en Europe. Et le fait de penser à l'autonomie leur apparaît comme une trahison qui pourrait faire fuir les Américains. Donc les Américains, sans l'avoir voulu, mais bénéficient de cela. On peut dire que si la Russie a perdu la guerre, c'est que l'Ukraine n'était pas dans l'OTAN, mais que l'OTAN était déjà dans l'Ukraine. Nous ne sommes pas co-belligérants, mais avec sans l'aide militaire occidentale et principalement américaine de l'Ukraine, l'Ukraine aurait perdu la guerre. Et donc, cela, effectivement. Mais il y a un danger. C'est que, oui, l'Europe, le monde occidental est uni. Et une fois encore, nous commettons l'erreur de confondre, on a déjà parlé dans des précédentes éditions des géopolitiques, une fois encore, nous commettons l'erreur de confondre communauté occidentale et communauté internationale. La Russie n'est pas isolée. Elle va commencer à l'être si Poutine continue ses exactions et surtout s'il apparaît de plus en plus comme un perdant. Et bien sûr, s'il employait des armes chimiques ou autres. Mais quand vous prenez deux cartes qu'on a mises dans l'année stratégique,
la carte des pays qui ont condamné l'agression de la Russie à l'ONU. Il y a 5 ou 6 pays, je le suspecte, l'Érythrée, la Corée du Nord, la Biélorussie, la Syrie, qui votent avec la Russie. Bon, c'est pas. Il y a une quarantaine de pays qui s'abstiennent, les autres votent pour la condamnation. Mais quand on voit la carte des pays qui ont pris des sanctions contre la Russie, il n'y a que les pays occidentaux et leurs alliés stratégiques en Asie, Corée du Sud, Japon, Australie, Nouvelle-Zélande. Parce que pourquoi les autres pays n'ont pas voulu condamner la Russie? Pour différentes raisons, ce qu'on appelle le Sud global, et de même que je reste convaincu que les Américains ont fait l'erreur lorsqu'ils ont mis fin à la guerre froide, fait l'erreur de penser que n'ayant plus de menaces à l'Est, on rentrait dans un monde unipolaire et ils n'ont pas vu le Sud qui émergeait. Et aujourd'hui, ils ne voient pas ce Sud global, ce qu'on appelait autrefois le tiers-monde, qui n'est plus le tiers-monde. Ce Sud global qui ne veut pas voter avec les Occidentaux, pour différentes raisons. L'Afrique du Sud, parce que l'Occident était pour l'apartheid et l'URSS les a aidés. L'Angola et le Mozambique pour des raisons de décolonisation. L'Algérie, parce que les accords militaires. La Chine n'est pas un allié de la Russie. Mais la Chine ne veut pas que la Russie tombe parce que ce serait une victoire occidentale. Mais la Chine ne livre aucune arme à la Russie. Et pour la Chine, cette agression russe est une erreur parce que l'ordre naturel des choses était qu'ils deviennent puissance numéro 1 par la croissance économique. La guerre vient perturber cela et vient par ailleurs augmenter le prix des produits alimentaires et des matières énergétiques qui sont les 2 principaux postes d'importation pour la Chine. Donc, ils n'apprécient pas du tout. Mais ils ne veulent pas une victoire de l'Occident contre la Russie. L'Inde achète à la Russie du pétrole à des prix bargain, à des prix discount, en payant en roubles. La Turquie, membre de l'OTAN, va payer une partie de sa facture énergétique en roubles à la Russie. Donc, en fait, on voit qu'il y a un tas de pays qui n'ont pas voulu couper les ponts avec la Russie, surtout qu'ils pensent en fait que les Occidentaux sont hypocrites, que pendant des années, ils ont fait eux-mêmes la guerre et qu'ils ont conquis des territoires, qu'ils ont lancé des guerres, qu'ils acceptent des occupations militaires, etc. Et que quand c'est leurs amis ou eux-mêmes, ils sont d'accord. Quand c'est un rival, ils s'effraient de la violation du droit international. Et en fait, surtout, c'est là où on ne peut pas parler, à mon avis, de nouvelle guerre froide. Pendant la guerre froide, les pays devaient choisir. T'es Moscou, t'es Washington. En fait, maintenant, ils veulent être les deux. Ils veulent avoir et des relations avec Moscou et avec les Occidentaux, et avec la Chine et avec les Occidentaux. Si Poutine continue la dérive qu'il a prise depuis quelques jours, entre l'accentuation de sa défaite et des décisions complètement catastrophiques qui vont lui mettre à dos sa population et l'isoler, peut-être que cela changera. Mais pour l'instant, Poutine n'est pas isolé du reste du monde. Il est coupé du monde occidental à un niveau... En fait, on revient à Staline. On revient à Staline pour la répression en Russie. Il n'y a pas les camps de masse, mais disons, on ne peut pas piper mot. Et surtout, en l'absence de contacts économiques, stratégiques, culturels, politiques, scientifiques. Je pense que l'arrêt des échanges culturels avec la Russie est une erreur. Quand dans une université italienne, on interdit de lire Dostoïevski, on va quand même au fond de la bêtise. Et surtout, c'est que maintenir des échanges culturels nous mettait en contact avec les opposants à Poutine. On a coupé. Et là, je pense que quand on est dans cette situation, il ne faut pas céder à l'émotion, il faut continuer à garder la raison. L'émotion, bien sûr, elle est légitime, mais si l'on veut vraiment vaincre Poutine, ce n'est pas avec l'émotion qu'on le fera, c'est en étant plus intelligent que lui, plus déterminé, et en prenant les bonnes méthodes, et pas uniquement en prenant l'incantation, et en disant qu'il faut aller le chercher à Moscou et que l'on va passer à travers le corps des Russes pour ce faire. Parce qu'on ne le fera pas, d'une part, et que par ailleurs, on ne peut que aider sa propagande. Donc nous sommes effectivement dans une situation difficile, douloureuse, dans laquelle il n'y a pas beaucoup de facteurs d'espoir, mais si, il y a des facteurs d'espoir. Ce qui se passe en Iran est un facteur d'espoir. Ce qui se passe en Russie par la mobilisation interne contre Poutine est un facteur d'espoir. Dans un pays où on pensait que les consciences, simplement les gens n'ont pas envie de perdre leur peau. Je veux dire, ils n'ont pas lutté pour la liberté, mais lutter pour ne pas être envoyés à la boucherie, ça vaut le coup. Et donc, quand même, ce qui maintient l'espoir, c'est qu'un peu partout dans le monde, sauf peut-être en Corée du Nord, sauf peut-être en Érythrée, il y a des sociétés civiles qui bougent, qui s'informent, qui, grâce aux réseaux sociaux, n'ont pas besoin de la presse officielle pour être informés et qui font bouger tous ces pouvoirs autoritaires dont l'avenir, très franchement, n'est pas assuré. Donc, pour le moment, effectivement, la situation internationale est plutôt
dramatique et désespérante, mais il y a des facteurs d'espoir dans la population, dans les sociétés civiles et dans tous ceux qui ont envie de résister. Je vous remercie.